Moi, j'ai été élu, je suis compétiteur. Pourquoi je vais à la Cour constitutionnelle me plaindre? La plus grande difficulté qu'il y a, c'est la preuve en réalité. Comment prouver que tel n'a pas été élu ou a été élu? Comment prouver que tel est en droit de réclamer le siège? C'est ça le plus grand débat. Mais aujourd'hui, bon, les gens pensent qu'on peut résoudre tout avec la loi organique. Non, 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 non. Il y a la loi électorale. Moi, je crois que la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la CENI, ce n'est pas elle qui va résoudre tous les problèmes. L'épineuse loi qui vient, c'est la loi électorale. C'est là où vous allez vraiment sentir le débat, même passionné, parce que ce qui s'est passé réellement au niveau de l'élection de 2018, c'est quand même il y a des choses à redire. Je dois être en mesure de faire valoir ma preuve. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Questions pour un parlementaire. L'Assemblée nationale et le Sénat viennent d'adopter la proposition de loi organique, dite loi Lutundula, portant organisation et fonctionnement de la CENI. D'ores et déjà, les réactions, les commentaires fusent de partout, notamment en ce qui concerne l'indépendance de la centrale électorale. Bref, future CENI, dépolitisée ou toujours politisée. Et pour en parler, nous recevons pour vous l'élu de Tshikapa et député national Guy Mafuta Kabongo. Bonjour honorable. Bonjour. Selon une certaine opinion, honorable, après chaque cycle électoral, la RDC ou les résultats électoraux perdent en crédibilité et qualité. L'heure serait-il venue de dépolitiser la centrale électorale? On commence par là. Merci beaucoup pour l'invitation. Il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Il est vrai qu'il y a eu une proposition de modification de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ce n'est pas une nouvelle loi. Donc la loi organique qui organise la CENI existe bel et bien, mais c'est un élu, en l'occurrence le VPM Lutundula, qui a estimé qu'il fallait retoucher quelques articles. Donc on n'a pas affaire à une nouvelle loi, on a affaire à quelques dispositions qui sont modifiées, amendées, s'il faut le dire ainsi. Donc la CENI reste la même, mais avec de nouvelles lois sur certaines matières. Évidemment, quand nous l'en suivons dans son exposé des motifs, dans les motivations qu'il a poussé à proposer ces amendements, il parle notamment de la volonté à pouvoir davantage rendre la CENI indépendante. Oui, rendre la CENI indépendante déjà à ce stade parce que nous évoluons. Honorable Guy Mafuta, on vous a suivi lors du débat général sur cette proposition de loi. Quelles sont déjà à ce niveau les réformes et les nouveautés qu'apporte cette nouvelle proposition de loi? Il faut dire que la nouvelle loi a quand même touché quelques articles clés qui au fait ont comme ambition de viser à aller plus vers cette autonomie, sinon cette indépendance ou entre guillemets neutralité que beaucoup appellent de leur vœu. Il y a notamment le fait que nous puissions dire que le quota réservé à la société civile soit revu à la hausse. Si hier ils étaient à 3 représentants au sein de la plénière, aujourd'hui ils sont à 5. Il y a notamment, et je crois que c'est la plus grande trouvaille, le fait que l'on dise que quand on est membre de la CENI, on cesse d'être membre de la composante qui vous a délégué. Donc de ce point de vue, aucune composante qui a dépêché un de ses cadres à la CENI ne pourrait le retirer ou ne pourrait lui instruire, l'instrumentaliser. Donc ce sont des textes qu'on a mis en place pour essayer de rendre crédible un peu cette institution chargée d'organiser les élections au niveau de notre pays. Mais vous savez, l'organisation en soi, le texte en soi, ne vaut que ce que vaut la qualité des personnes, de ces animateurs. On peut avoir les meilleurs textes possibles, mais si ceux qui sont appelés à les animer ces organes-là n'ont pas le niveau qu'il faut, n'ont pas l'intégrité qu'il faut, n'ont pas le sens élevé qu'il faut, rien ne pourra marcher. Aujourd'hui, on peut prendre la constitution américaine, venir l'installer au Congo ici. Les choses ne marcheraient pas de la même manière que ça marche aux États-Unis. Donc c'est un problème d'homme que nous avons. C'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme. Je l'ai toujours dit et c'est vrai, le Congo est un pays qui a le plus de textes, les meilleurs textes juridiques possibles.
Mais quand ça ne marche pas, c'est un problème d'animateur. Ceux qui sont appelés à régenter ou à organiser, à gérer ces institutions qui posent problème. Mais dans la loi, on a essayé quand même de mettre un accent particulier sur le profil des animateurs, notamment l'intégrité, notamment la moralité, notamment le fait que ce soit des personnes qui ne soient pas mêlées dans des combines assez malheureuses du point de vue financier, du point de vue sécuritaire. Je crois que c'est quand même important. Les textes sont formulés, mais le plus grand travail reste à trouver des Congolais et des Congolaises qui soient à même de gérer cette institution d'appui à la démocratie qu'est la CENI. Je vous sens trop optimiste, honorable Guy Mafuta. Est-ce que cette nouvelle proposition de loi est de nature à améliorer la gouvernance électorale? Il y a beaucoup de doutes quand vous suivez l'opinion. Quand vous creusez au fait, qu'est-ce qui a milité à ça? C'est le fait que nous sommes aujourd'hui, en 2023, ça sera le 4e cycle électoral. Déjà à 3 cycles électoraux, beaucoup se sont plaints du nombre de contentieux, du nombre de revendications, du nombre de violences qui ont émaillé les 3 premiers cycles et même la crédibilité. C'est pourquoi il y a des améliorations. Une loi, c'est vrai, la CENI existe, la loi organique qui l'organise existe, mais l'homme s'est aussi cherché à améliorer, à avoir des élections beaucoup plus apaisées, beaucoup plus crédibles et surtout qui donnent lieu à moins de contentieux électoraux. C'est pourquoi il y a ces initiatives-là qui tendent à modifier, à améliorer les textes qui organisent le fonctionnement et l'organisation de la CENI. Les buts, à vous entendre parler, étaient d'affirmer l'indépendance, la neutralité de la Commission électorale nationale indépendante. L'avez-vous atteint? Il faut d'abord dire que tout ne sera pas réglé au niveau de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la CENI. À côté de cette loi-là, il y a la loi électorale qui certainement va aussi subir des amendements ou des modifications. J'ai appris que nos collègues du G13 ont également déposé une proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions de la loi électorale. C'est là où le grand enjeu, le vrai débat aujourd'hui, pourquoi il y a contentieux? Pourquoi le nombre de contentieux électoraux évolue à croissance exponentielle? C'est ça le grand défi. Ce n'est pas en améliorant l'organisation et le fonctionnement de la CENI avec la loi organique qu'on va annihiler, si pas annuler toutes les contentieux. Non. Moi, j'ai été élu, je suis compétiteur. Pourquoi je vais à la Cour constitutionnelle me plaindre? La plus grande difficulté qu'il y a, c'est la preuve en réalité. Comment prouver que tel n'a pas été élu ou a été élu? Comment prouver que tel est en droit de réclamer le siège? C'est ça le plus grand débat. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut résoudre tout avec la loi organique. Non, 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 non. Il y a la loi électorale. Est-ce que vous avez répondu à ma question? L'objectif lié à l'indépendance, la neutralité de la CENI est atteint? La question que je peux vous rétorquer, est-ce que peut-on vraiment aspirer à une indépendance vraie et sincère? Parce que même si, c'est vrai, le président va sortir de la société civile, en l'occurrence des confessions religieuses, a-t-on vraiment une société civile réellement neutre politiquement parlant? C'est ça le problème. Nous tous, nous vivons dans un moule politique, dans un moule social, dans un moule économique qui fait que nous soyons soit influencés par X ou Y vision politique, approche politique. Il n'y a pas d'homme réellement neutre. Société civile soit-il ou appartiennent-ils? Il n'y a pas de gens totalement neutres. Mais ce qui est important, c'est avoir le type d'homme qui a le sens élevé du patriotisme, qui se prend de la mesure de la responsabilité qui est la sienne à gérer cet instrument d'appui, de cette institution d'appui à la démocratie qu'on appelle CENI, pour apporter la paix, la paix par rapport à la transparence de la gestion de l'élection, par rapport, n'est-ce pas, au traitement équitable, au traitement, je dirais, égalitaire de tous les compétiteurs qu'on appelle candidats aux élections et aussi de tous les électeurs, que je sois sûr que j'ai réellement perdu. C'est ça. Pour revenir à ce que je disais, c'est un problème, l'administration même de la preuve électorale. Qu'est-ce qui prouve que M. Mufwenge a autant de voix? Qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas les voix auxquelles je prétends? Donc, ce sont des questions essentielles qui seront certainement traitées
au niveau de la loi électorale. Déjà qu'il y a aussi un problème social. Et lequel? C'est le fait que dans une circonscription, hein, là je parle du mode de scrutin, il est bizarre pour l'opinion de voir que le candidat A, qui a 1000 voix, n'est pas être proclamé par rapport au candidat B qui a 200 voix. Allusion faite au fameux seuil de représentation. Non seulement les seuils, les listes. Sa liste lui attribue un siège. Ma liste qui n'a pas plus de voix que sa liste fait que, quoi qu'ayant beaucoup plus de voix que lui, je ne sois pas proclamé. Et ça, l'opinion a du mal à digérer ça. Et vous avez tenu compte de ça. Nous aussi, candidats, nous avons du mal à digérer ça. C'est ça, cette propension à aller vers le contentieux électoral. Je vais à la CENI, je vais à la Cour constitutionnelle pour dire que j'ai 1000 voix, M. Moufengue en a 200. Comment m'expliquer qu'il soit élu? Et pourtant, la loi électorale, elle est claire. C'est un problème de liste, hein, tout ça. Mais l'opinion n'arrive pas à digérer ça. Seule la CENI a le secret pour savoir que c'est telle liste qui doit bénéficier d'un siège. Autant de questions qui doivent nous pousser à réfléchir lorsqu'on doit réexaminer la loi électorale. Moi, je pense qu'il faut aller dans un sens où les résultats des élections que les électeurs ont devant chaque bureau reflètent réellement ce que la CENI va prononcer. Et là, c'est la loi électorale qui va trancher cela. Je disais au début que l'adoption de cette proposition de loi a suscité moult réactions et commentaires. Notamment le sénateur Tchikez Diemou, PPRD, il regrette la célérité avec laquelle vous avez traité cette proposition de loi. Une loi pourtant essentielle, dit-il. Tout réglé en une semaine. Non, en fait, moi je crois que le problème n'est pas de parler de célérité ou pas. On peut vous donner 10 ans pour examiner une loi. On n'aura jamais de texte parfait qui ferait l'unanimité de tous. D'ailleurs, je vous fais remarquer que sur les 337 élus dans la salle, 336 ont voté à faveur de cette loi-là. Et dans les 336, vous avez par exemple nos amis du FCC qui représentent pratiquement une centaine d'élus qui ont aussi voté pour cette loi-là. Il ne faut pas donner l'impression que nous partons du néant ex nihilo. Il existe une loi organique qui organise le fonctionnement de la CENI. Et un élu parmi les 500, à l'occurrence l'honorable Lutundula, a estimé qu'il faille revoir et toucher 2, 3, 4, 5 dispositions de cette loi-là. C'est son analyse. Et la plénière a examiné. Nous avons estimé qu'il y a des propositions qui sont fondées, qui sont pertinentes, qui étaient au fait proposées par le collègue Lutundula, que nous avons intégrées. Il y en a par contre qui n'ont pas rencontré l'assentiment du plus grand nombre que nous avons mis de côté. Mais dire qu'il y a une célérité, c'est comme... Non, 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 non. C'est un texte qui existe, dont l'amendement a été sollicité par un des nôtres. Et nous avons eu le temps nécessaire au niveau de la commission. Il y a eu des gros débats et en fait la plénière s'est prononcée. Deuxième réaction que je vous propose, c'est celle de la sénatrice Vicky Katoumwa. Toujours en quête d'une certaine indépendance de la CENI. Vicky Katoumwa propose à ce que cette CENI soit totalement apolitique, notamment confiée à la société civile. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a une société civile apolitique ici au Congo? Non. À vous de répondre. Non, 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 non. Je crois que chacun de nous a un penchant, a une acquaintance quelque part. Mais comme je l'ai dit pour ne pas me répéter, c'est la qualité de l'homme. Je ne fustige pas nos amis de la société civile, mais nous savons tous que chacun a aussi un penchant. Mais je crois que c'est une institution d'appui à la démocratie qui est appelée à gérer les élections, à organiser le joute électoral au Congo. Et je pense que déjà qu'on ait un président qui soit de la société civile, avec ces quelques critères en termes des éléments du profil de l'animateur qu'on a mis, je crois qu'ils vont, n'est-ce pas, nous produire une personne qui soit crédible, à même d'apporter la paix et la calmie dans la gestion de cette institution. Selon une certaine opinion, Fachi s'organiserait à avoir une espèce de mainmise sur la CENI. Qu'en pensez-vous? Je crois que la proposition de modification telle que formulée par l'honorable Lutundula, a été déposée à l'Assemblée. Nous avons eu d'abord le débat général
qui d'ailleurs était diffusé en direct sur les ondes de la RTNC. C'est un débat qui a connu les interventions de nous tous. Chacun a dit ce qu'il pensait. Et après le débat, le texte a été renvoyé au niveau de la commission PAJ. Et donc, cette loi a suivi la procédure normale, régulière. Sûr, où il y a eu effectivement de gros débats qui ont même conduit à certains consensus, parce que la CENI doit apporter au fait la stabilité, la paix aussi. Hein. Et l'opposition a-t-elle eu le temps de présenter ces amendements? Il ne faut pas non plus s'imposer comme majorité. C'est pourquoi on a même privilégié le consensus pour certaines dispositions. Et je crois que de tout le parcours, moi personnellement, je n'ai pas été convié à une réunion union sacrée pour débattre de la loi. Et quand je parle de moi, je vois également d'autres collègues. Je n'ai pas eu vent de certaines réunions pour voir comment se comporter vis-à-vis de cette loi-là. Et le vote a été le plus libre possible. Et en âme et conscience, en toute responsabilité, nous avons voté en faveur de la loi qui a été envoyée au Sénat pour seconde lecture. L'opposition avait-elle présenté aussi ces amendements? Tout député qui a estimé que certaines dispositions devaient être modifiées a présenté ces amendements. Et les amendements ont été passés au débat. Il y a eu des débats et puis nous avons voté pour la formulation que nous avions envoyée au Sénat. Donc, majorité opposition, chaque élu a eu à déposer ses amendements et débattu. Il n'y a pas eu de mot d'ordre, il n'y a pas eu une indication précise à suivre, non. Il n'y a pas eu des orientations formelles de l'Union sacrée par rapport à cette loi-là, non. D'ailleurs, il faut dire que c'est une loi qui est présentée en son temps par un député de l'Amouka. À l'époque, l'Union sacrée n'était même pas encore, n'avait pas encore vu le jour. C'est alors que l'honorable Lutundu avait déposé sa proposition. Et nous l'avons débattu comme tel. Et je crois que chacun de nous, librement, a eu à dire ce qu'il a pensé. Que le quota de la société civile soit revu à la hausse de 3 à 5, change quoi? C'est plus parce qu'on estimait qu'ils étaient sous-représentés. Il fallait quand même qu'il y ait beaucoup plus la société civile pour apporter cette dose, entre guillemets, de neutralité, d'indépendance. Je crois que nous sommes allés dans ce sens-là aussi, pour essayer d'ajouter aussi, mais avec cette nouvelle nuance que moi, personnellement, je n'ai pas trouvé la jeunesse. Il faut qu'il y ait aussi la jeunesse. Je me dis, mais la jeunesse, il faut encore la définir. Mais une autre question honorable que les gens se posent, pourquoi ne pas revoir à la baisse les quotas des politiques? Donc vous souhaitez qu'on nivelle par le bas plutôt qu'aller... Mais quand on ajoute, vous avez 5 sociétés civiles aujourd'hui, on l'a revu à la hausse pour essayer un peu de s'approcher du politique aussi. Bien, donc vous êtes toujours optimiste, hein? Vous estimez qu'à ce stade, il y aura moins de contestations au prochain scrutin, tel que le terrain est déblayé? Moi, je crois que la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la CENI, ce n'est pas elle qui va résoudre tous les problèmes. L'épineuse loi qui vient, c'est la loi électorale. C'est là où vous allez vraiment sentir le débat, même passionné, parce que ce qui s'est passé réellement hein, au niveau de l'élection de 2018, c'est quand même il y a des choses à redire. Je dois être en mesure de faire valoir ma preuve. Moi, en tant que candidat, heureux ou malheureux, je dois être en mesure de faire valoir ma preuve. Et que cette preuve-là, lorsqu'elle est présentée dans des conditions légales requises, qu'elle lie même la CENI, qu'elle lie même la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, vous avez affaire à une instance judiciaire, la Cour constitutionnelle ou juridictionnelle, qui au fait a la latitude de dire ce qu'elle pense. Parce qu'effectivement, la notion même de la preuve, je dirais toujours la preuve, n'est pas clairement énoncée. Et même sur le plan logistique, il faut que chaque candidat soit à même d'entrer en possession de ses données en termes de voix exprimées. Et dès qu'il a ça, une fois présenté devant la Cour constitutionnelle, que cela lie aussi la Cour. Voilà. Moi, sans trop réfléchir, je dis clairement ceci. La meilleure loi électorale, c'est celle qui va davantage extirper tout calcul à la CENI. Le calcul, c'est quoi? Seule la CENI pourra vous dire que tel a atteint le seuil électoral, tel ne l'a pas atteint. Mais la CENI, là, elle peut aussi jouer à l'arbitraire.
Seule la CENI vous dira que c'est la liste des tels qui a plus de voix, donc j'attribue un siège à la liste X. Il y a la liste Y où il y a un nombre populaire et il n'y a que la CENI qui a ça. Tout ce calcul-là, qui n'est pas à la portée de l'opinion, qui n'est pas à la portée des candidats que nous sommes, donne lieu à des contentieux qui évoluent de manière exponentielle. Quand il y a transparence, quand chacun peut être sûr et convaincu de son échec ou de sa réussite, je ne vois pas pourquoi il y aurait des contentieux électoraux outre mesure. Au dire de beaucoup de gens, l'honorable Guy Mafouta garde toujours une certaine indépendance d'esprit sur ses sorties médiatiques, ses prises de position. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous ne regrettez pas du fond du cœur le FCC? Non, non, moi je crois que dans la vie, il faut être responsable. Quand on prend une décision, il faut avant de la prendre, la mûrir. Si les petits-enfants peuvent jouer, mais un politique ou l'État ne doit pas se permettre de jouer. Quand on a répondu, moi personnellement, aux premières heures, quand j'ai répondu positivement à l'appel du chef de l'État pour mettre en place l'Union sacrée, c'est en toute conscience, en toute responsabilité que je le fais. Et je dois assumer. Mais cela ne m'oblige pas à me taire quand il y a des initiatives qui ne rentrent pas dans ce qui est effectivement la vision du chef de l'État, on doit le dire. Y a-t-il vraiment organisation au sein de l'Union sacrée à laquelle vous appartenez maintenant? C'est une vision qui est à la fois aussi un cadre politique. Je crois que dernièrement, il y a eu des initiatives à pouvoir élaborer une charte et ça avance. Et je crois qu'on est des responsables. En fait de compte, les choses devraient s'organiser tel que cela serait indiqué également. Cette loi donne l'impression d'être du déjà vu. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, on peut dire du déjà vu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une nouvelle loi. C'est au fait une proposition de modification de certaines dispositions. C'est pourquoi on peut avoir cette impression-là. Les gens, au fait, s'attendaient à voir quelque chose de nouveau qui partirait du néant, du vide. Non, c'est une loi qui existe, que nous avons amendée à certains points de vue. Donc c'est ça, au fait. Dans vos propos, là, tout au long de l'émission, quand vous parlez opposition, à quoi faites-vous allusion? Bon, aujourd'hui, l'opposition est connue. Hein. C'est la Mouka? C'est le FCC, c'est la Mouka. Parce que même la notion de l'opposition, malheureusement, on n'a pas encore une loi qui puisse bien définir cela. Hein. Et pourtant, il y a une loi portant statut de l'opposition. Faut-il considérer l'opposition, celle qui est institutionnelle, c'est-à-dire on tient compte des nombres d'élus au Parlement, ou également faut-il admettre la notion de l'opposition extra-constitutionnelle? Tout ça sont des notions qu'on doit effectivement couler dans une loi. Mais aujourd'hui, quand on parle d'opposition, il y a effectivement le FCC, il y a le Lamouka, il y a tout le reste qui reste. Lamouka ne veut pas de cette nouvelle proposition de loi portant organisation de la CENI, y compris certaines confessions religieuses, notamment l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Quelle pourra être la suite, honorable Guy Mafouta? Moi, je respecte la position de tout un chacun, hein. Mais l'État doit continuer, hein. Les choses doivent aller de l'avant. Nous avons des délais à respecter, tout le monde. Autant on ne veut pas de ces amendements, de cette nouvelle formulation, autant on exige la tenue des élections dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire que dans 2 ans, il faut choisir de 2 choses l'une. Quand on veut avancer avec les élections, on doit accepter. Et ce qui a été formulé là était dans les normes et sur la place publique. Donc il n'y a pas eu de messe noire à mon sens. Pas de messe noire en votre sens. Êtes-vous satisfait de cette session? Oui, oui et non. Oui, parce qu'il y a quand même notamment la loi sur l'organisation, la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI qui a été votée. C'est quand même une bonne chose. Il y a eu 2-3 lois qui ont été votées, mais je pense qu'on pouvait aussi faire mieux. Je comprends aussi d'autre part le fait qu'il y a eu ce changement de majorité. Il fallait que même en interne, qu'il y ait cette nouvelle configuration au niveau de la conférence des présidents, au niveau de tous les groupes, les commissions permanentes, tout ça. Je comprends que c'était un peu lourd, hein. La machine n'a pas fonctionné à 100 à l'heure. Mais nous pensons que déjà, première session Union sacrée, le président Mbosso est droit dans ses bottes. Je crois que la session qui commence sera aussi une des sessions importantes, surtout que ça sera
une session budgétaire où l'Union sacrée devra présenter un budget digne de sa vision. Digne de sa vision. Il y a 2 ans, on tend presque à chuter, il y a 2 ans, vous écriviez une lettre ouverte au président de la République, chef de l'État, sur la création d'un ministère de la sécurité sociale. Ces raisons tiennent encore, honorable? Oui, elles tiennent encore. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis encore convaincu davantage qu'il y a 2 ans, je voyais juste et net. Il faut absolument avoir un ministère dédié à la sécurité sociale. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire le peuple d'abord, on peut dire Union sacrée. Mais en réalité, c'est quoi? C'est le social du Congolais. Et ce pourquoi nous nous battons. Pendant qu'on a déjà un ministère dédié aux affaires sociales. C'est le social du Congolais. Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, là, on devrait en principe avoir à examiner la loi portant le régime spécial de sécurité sociale, qui, il faut la lire avec la loi du régime général de la sécurité sociale. Le régime général, c'est quoi? Ce sont les contractuels, tous ceux qui sont dans le privé, qui sont soumis au droit du travail. Le régime spécial en soi, c'est les fonctionnaires de l'État. Mais il y a une frange importante de la population qui demeure laissée pour compte, ceux qui sont dans l'informel. Tous ces wewa, toutes ces mamans marchandes, tous ces créateurs artisanaux et ainsi de suite là. Qui est-ce qui les prend en charge du point de vue sécurité sociale? Et la sécurité sociale, c'est l'arme par excellence pour lutter contre la corruption. Ce n'est pas toutes ces lois qu'on vote ici, contre la corruption, contre le blanchiment. Aussi longtemps que chaque Congolais voudra lui-même s'organiser, se créer sa propre sécurité sociale, donc les infractions, les crimes, ils seront légion. Donc il faut une bonne politique de sécurité sociale, surtout pour cette grande partie, cette majorité qu'on oublie toujours, ceux qui sont dans l'informel. Et par sécurité sociale, c'est simple, il faut voir le manger, il faut voir la santé, il faut voir l'éducation et il faut aussi voir la gestion du chômage. Et je pense que c'est une question éminemment importante et même sensible qu'il faille lui dédier tout un ministère pour que la chose soit prise à bras le corps et espérer qu'un jour le Congolais vivra dans de meilleures conditions sous son sol. Un mot sur le Warrior, qu'en est-il des députés qui avaient critiqué cette équipe? Non, je crois qu'on a démontré que l'Union sacrée était une équipe, nous étions une majorité réelle et non factice ou factuelle, comme beaucoup le disaient. C'est vrai, la vitalité de la démocratie, c'est aussi dire non quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les collègues avaient été montrés au créneau et nous avons, au sein de notre famille, examiné la situation. On a plus privilégié l'intérêt du peuple. Et là, je crois que le calme est là, nous continuons notre bonhomme de chemin. Et vous êtes satisfait des résultats jusqu'ici, de cette nouvelle équipe, les Warriors? Je sais que la tâche n'est pas si facile que ça. Et la tâche et aussi les moyens disponibles avec ce qui se passe aussi à Goma, l'éruption volcanique, des milliers de gens qui sont mis sur la rue. Je dois vous signaler que le fait de mettre une tente, si pas une toiture sur leur tête, ne résout pas le problème. Un intellectuel, un homme à qui n'a pas été prévenu, qui quitte sa maison comme ça, qui perd tous les titres académiques, les différentes décharges et autres, les biens de valeur, c'est un homme pour lequel il faut même concevoir une prise en charge psychologique. C'est un problème très important. Et vous savez aussi, à l'arrière-pays, il y a des problèmes sociaux qui se posent. Donc, la tâche, elle est importante. Mais nous devons davantage nous mettre main dans la main, essayer d'accompagner cette vision qui voudrait que les choses changent. Ce n'est pas facile, mais nous sommes là pour essayer de pousser et soutenir et accompagner. Un mot de la fin, notamment à tous les Congolais de Goma ou des zones sinistrées qui vous suivent? Non, c'est juste exprimer ma solidarité et ma compassion vis-à-vis de toutes ces familles qui ont perdu leur logis et même des vies humaines. On parlait d'une trentaine déjà, c'est quand même beaucoup. Et aussi ceux qui continuent à vivre en Ituri, à Goma, sous l'état de siège, ce n'est pas facile. Mais je pense que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que commandant suprême des forces armées, devait recourir à une solution non exploitée à ce jour, l'état de siège. Évidemment, ce sont des mesures très contraignantes pour la population, pour la libre circulation, pour le commerce et autres. Mais au regard
regard de la cruauté, la violence qui émaillait ces coins du pays, aucune excuse n'était permise. Donc le chef a agi en tant que tel et nous au Parlement, nous lui avons accordé les 15 jours supplémentaires tels que la Constitution le veut pour lui permettre de mettre fin, n'est-ce pas, à cette crise. C'est une crise qui remonte à plus de 3 décennies et lui demander de mettre fin à ça en 30 jours, c'est quand même aussi trop lui demander. Mais nous pensons qu'au regard des données que nous avons, il faille lui accorder à nos forces armées encore des délais supplémentaires pour se mettre au travail comme ils le font déjà avec beaucoup de bravoure pour mettre la paix dans ce coin-là. À côté de l'insécurité, la violence à l'est du pays, il y a aussi une violence innommée, la famine à travers le pays aussi. Il faut qu'il y ait des solutions adaptées, appropriées pour mettre fin aussi à ces grands ennemis de la République qu'on appelle la famine. Je considère ça comme votre mot de la fin, honorable Guy Mafuta. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes député national élu de Tchikapa. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.